Bonjour et bienvenue dans cette partie 1 du syllabus de psychologie de la parentalité. Chapitre 1 : La parentalité contemporaine. On a commencé à en parler fin des années 90. Avant ça, que ce soit dans la presse grand public ou dans les articles scientifiques, on ne parle pas de ce que c'est que d'être parent. On observe une montée exponentielle de l'intérêt pour la parentalité. Pourtant, être parent, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. C'est le fondement de l'espèce humaine. Pourtant, pendant des siècles, personne n'en parlait. Pourquoi ? Circonstances sociales, macroscopiques. Tout d'abord, parlons de mai 68, mouvement féministe qui bouleverse les rôles de genre. Il questionne entre autres le travail des femmes. Si les femmes commencent à travailler, il faut ouvrir des milieux de garde pour les enfants. Les enfants sortent du foyer, et des professionnels commencent à s'occuper d'eux. Le travail des femmes a amené beaucoup de questionnements pour savoir si c'est bon ou pas pour les enfants d'être privés des contacts avec leur mère. Tout ça a fait qu'on a commencé à se poser des questions sur ce que c'est d'être parent, mère et père. Si la femme travaille en dehors du foyer, l'homme va devoir s'impliquer un peu plus dans le foyer. Grosse révolution pour l'époque. Ensuite, diversification des formes familiales. C'est partiellement en lien avec l'émancipation des femmes, qui a permis que, d'un coup, si elles ne sont plus heureuses dans leur couple, elles peuvent partir et être indépendantes. Les femmes sont capables de s'assumer seules. Dans la foulée du mouvement féministe, on voit apparaître une augmentation des divorces, et donc une modification de la composition familiale. On se retrouve avec des familles monoparentales, des familles recomposées, des familles homoparentales, etc. Toutes ces formes de famille vont aussi questionner. C'est quoi la famille contemporaine ? C'est quoi être parent dans ces familles ? Ensuite, évolution technologique en PMA. Procréation médicalement assistée. On évolue dans la connaissance du corps humain. Les techniques médicales évoluent et on parvient à contourner la stérilité. Dans les années 70-80, il y a également le développement des méthodes de contraception, qui viennent du mouvement féministe pour libérer la femme. Tout ça amène le concept de l'enfant choisi. Jusque-là, quand on avait des enfants, c'était le bon vouloir de Dieu. On ne se posait pas la question de savoir combien d'enfants on voulait. Aujourd'hui, on choisit combien d'enfants on veut, l'écart d'âge entre les enfants, à quel âge on les veut, etc. On peut planifier les choses. Ça change la perception du rôle parental. On n'est plus parent malgré soi, on est parent par choix, parce que ça fait partie d'un projet de vie. Mais si c'est le résultat d'un choix, alors on est obligé de l'assumer. Ça change beaucoup au niveau de la vision du rôle parental et de l'investissement que les parents doivent avoir vis-à-vis de leurs enfants. Mais dans toutes ces études sur la parentalité, l'intérêt, le focus se trouve en fait sur l'enfant. Toute l'approche autour de la parentalité n'est pas du tout axée sur le développement de ces hommes et femmes qui donnent la vie. On s'intéresse au bien-être de l'enfant. Les parents deviennent un instrument via lequel on va garantir le bien-être et la bonne santé de l'enfant. Premier point de ce chapitre, évolution liée au regard porté sur l'enfant. Tout d'abord, indifférence, méconnaissance, puis survie, protection, et enfin, optimisation. La parentalité est le berceau de l'humanité, même si son étude est très tardive. Pendant des siècles, le statut de l'enfant ne signifiait pas grand-chose. Il y a une méconnaissance de ce que c'est que l'enfance, et il y a une sorte d'indifférence. À l'époque, les enfants représentés sur les œuvres d'art sont toujours représentés à hauteur du sol, comme les animaux. Selon les époques, au mieux, on attend que l'enfant grandisse pour devenir une force de travail utile. Et au pire, au Moyen-Âge, les enfants sont considérés comme des êtres du mal qu'il faut rééduquer. Tous les comportements qu'on juge aujourd'hui inacceptables étaient tout à fait normaux à l'époque. Cette vision des choses va évoluer de façon très rapide à partir de la fin du XIXe siècle. Là, on prend conscience que les enfants ne sont pas juste des adultes en miniature. Ce sont des êtres particuliers qui doivent être mis en sécurité et protégés. Ça va se concrétiser en Belgique par la mise en place de l'ONE, début 2000, ou encore la création de l'UNICEF. Après cette vision, on va aller encore plus loin. L'enfant n'est pas seulement un être à protéger, mais un être à optimiser.
Optimiser le développement, la santé, l'intellect, la vie émotionnelle, sociale, affective. Les enfants sont des êtres précieux, dont les donneurs de soins ont la responsabilité de faire le mieux. Remarque, l'interdiction d'envoyer des enfants de moins de 12 ans pendant plus de 12 heures sous terre date de la fin du XIXe siècle en France. 100 ans plus tard, on n'est pas d'accord que l'enfant ramène trop de devoirs à la maison. L'évolution a été très rapide. Point suivant. La CIDE en point d'orgue. Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle a été signée en 1989. Pour rappel, c'est dans les années 90 qu'on voit une montée exponentielle des publications scientifiques liées à la parentalité. Elle a été ratifiée par 193 pays. Les États-Unis ne l'ont pas ratifiée car il y a encore des États où on peut exécuter les mineurs. Texas. Dans cette déclaration des droits de l'enfant, il y a différents acteurs importants. L'enfant avec ses droits et les parents. Les enfants ont des droits dès la naissance, mais ne sont pas capables d'exercer eux-mêmes leurs droits. Ils sont dépendants des adultes qui les entourent. En regard des droits de l'enfant, il y a toute une liste de devoirs pour les personnes qui entourent l'enfant, à commencer par les parents. Le devoir des parents est de mettre tout ce qu'ils peuvent en œuvre pour que l'enfant puisse exercer ses droits et se développer dans son intérêt supérieur. Les parents ont la responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement guidé par l'intérêt supérieur de l'enfant. Article 18. L'article 29 notamment définit tout ce que recouvre cette responsabilité et notamment, ouvrez les guillemets, favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et de développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue, de ses valeurs culturelles, préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie, inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel. Fermez les guillemets. La seule chose qui doit préoccuper les parents, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. On est bien dans la vision de l'optimisation du développement. Troisième acteur dans cette déclaration, après l'enfant et les parents, les États parties. Ce sont tous les pays qui ont ratifié la Convention. Il faut que les pays s'engagent à aider les parents à accomplir l'ensemble de leurs devoirs envers l'enfant. Engagement de deux manières. Première manière, mettre en place des services de soutien à la parentalité. Payer des allocations familiales, subsidier des crèches, etc. Deuxième manière, faire du monitoring. Surveiller si les parents font bien leur job. S'assurer que les parents agissent bien dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'État a le droit d'intervenir dans les familles. On ne fait pas ce qu'on veut sous notre toit. Article 19. 1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes les formes de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Et 2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi, pour le cas de mauvais traitement de l'enfant décrit ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire. Fin de l'article. Les psys font partie des acteurs de cette première ligne déléguée par l'État. Ils ont comme responsabilité de dire ce qui ne va pas dans les familles. Ils font intervenir des services, de force, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Remarque, le titre de psy est protégé depuis les années 90. Coïncidence? Je ne crois pas. En 1996, Hayes, américain, a dit, ouvrez les guillemets, « On est rentré dans l'ère de la parentalité intensive, uniquement centrée sur l'enfant, aux dépens parfois de la santé mentale, du sommeil ou de l'alimentation du parent. C'est un boulot intensif d'être parent. » Fermez les guillemets. Être parent aujourd'hui,
c'est protéger l'enfant, le mettre en sécurité et optimiser son développement. Être parent aujourd'hui, c'est être un manager du risque et un optimisateur du développement de l'enfant. C'est inédit au cours de l'histoire. Ces conditions sont stressantes et peuvent générer de la souffrance. Prochain point de ce chapitre, en gros points, 3 grands mécanismes du rôle parental. Premier sous-point, l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant est conçu comme un être vulnérable qui doit être protégé. L'enfant est précieux. Pour les parents, il a une vraie valeur affective. Pour l'État, ils sont considérés comme l'avenir de la nation. L'infant determinism est la conviction que, de tout notre cycle de vie, les premières années de vie sont déterminantes pour tout ce qu'il va se passer dans la suite de la vie. Conviction que beaucoup de choses se jouent dans la petite enfance. Si on ne se loupe pas au début, on garantit une suite de vie bien meilleure que si on rate quelque chose au début de notre vie. Ça concerne le physique, l'intellectuel, l'émotionnel, etc. On a toujours tendance à justifier de mauvais comportements par « il a eu une enfance difficile ». On va même plus loin que la petite enfance. On insiste sur l'importance de prendre les précautions dès la grossesse. Ne pas être stressé pendant la grossesse, car ça pourrait avoir des effets néfastes sur le long terme. Ne pas boire d'alcool durant la grossesse. Tolérance 0. It's better to be safe than sorry. On est déjà risk manager avant même d'endosser le rôle de parent. On met déjà des choses en place avant même que l'enfant ne naisse pour éviter la casse. Cette culture du risque est probablement exagérée et amène comme effet du stress supplémentaire et une pression supplémentaire sur les parents, surtout sur les mères. Ça culpabilise beaucoup les parents. Aucun enfant ne va passer une vie sans encombre. Mais le parent va toujours se sentir coupable, responsable du malheur de son enfant et pensera qu'il a mal fait quelque chose. Parlons d'abord du développement des sciences psychologiques. D'où vient le fait qu'on focalise notre attention sur l'importance des premières années de vie ? Eh bien, dans la deuxième moitié du XXe siècle est apparu le développement des sciences psychologiques. Dans les premières décennies de la psycho, on s'intéressait surtout à l'adulte. Les premiers travaux qu'on va faire sur les enfants, c'est pour savoir comment l'adulte se construit. Focus sur l'adulte. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a une vraie prise de conscience de l'importance de l'enfant. Donc, développement de la psychologie de l'enfant. L'attachement est le domaine en psychologie qui touche à l'enfance, dans lequel on a le plus écrit. Au vu du nombre de recherches sur le sujet, on a l'opportunité de faire des méta-analyses pour rechercher la taille des faits réels, en croisant les différentes études. Dans la question de l'attachement, on s'intéresse à la sécurité et à l'organisation de l'attachement. Les études montrent de manière récurrente que les enfants qui ont un attachement sécure et organisé ont un meilleur développement social, ont plus d'amis, sont plus heureux en couple, se débrouillent mieux dans la vie, ont un meilleur boulot, etc. Ils ont aussi un meilleur développement cognitif, grâce au comportement d'exploration. Une meilleure santé physique, meilleur sommeil, alimentation, moins de troubles somatiques, etc. Et une meilleure santé mentale. Les problèmes d'attachement sont considérés comme des phénomènes transdiagnostiques. Si on a un attachement insécure, on a plus de chances d'un jour souffrir d'une psychopathologie, dépression, troubles anxieux, addiction, etc. Un profil d'attachement sécure est finalement un facteur de protection dans la vie et permet d'optimiser notre développement. Pour réussir à avoir un attachement sécure, les études montrent qu'il faut un bon système de caregiving. L'enfant doit être entouré de donneurs de soins qui fassent bien leur job, surtout dans les expériences précoces. Période sensible dans l'attachement. 0-2 ans. Comment faire ? Eh bien, ils doivent être sensibles et avoir de bonnes compétences en mentalisation. Un bon donneur de soins doit être sensible, reconnaître des signaux d'attachement, les interpréter comme tels, identifier le besoin de l'enfant et y répondre de manière prompte, rapide. Il faut aussi des bonnes capacités de mentalisation. Capacité à pouvoir se mettre dans le monde mental de l'enfant. Mentaliser les besoins de l'enfant, le comprendre de l'intérieur. Toutes ces études nous amènent à croire en cet infant determinism. On ne peut pas se planter dans le début de vie. Après ce sous-point sur l'enfant, passons au sous-point sur le parent. Le parent a le devenir de l'enfant entre ses mains, parental determinism.
C'est vraiment le message qui est passé dans la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Qu'est-ce qui sous-tend cette idée ? Remarque, cette façon de penser n'est pas complètement fausse, mais on l'exagère. On exagère le contrôle que les parents exercent sur le développement de leur enfant. Bien sûr que les parents jouent un rôle, mais le développement est le résultat d'une équation complexe de différents facteurs qui ne sont pas tous sous le contrôle des parents. Pourtant, dans l'inconscient collectif, il y a une croyance très forte en ce parental determinism. Ça a des conséquences importantes parce que ça ramène la responsabilité du devenir de l'enfant uniquement dans la sphère très privée, et plus dans la communauté. C'est en lien avec l'évolution des valeurs de la société vers quelque chose de plus en plus individualiste. On perd l'idée que l'enfant s'élève dans une communauté. On remet tout sur les parents et uniquement eux. Cet effet existe, le parent joue vraiment un rôle, mais il y a une exagération de cet effet, avec une croyance très forte que l'ensemble des problèmes des enfants sont dus à une erreur des parents. Il y a eu toute une série d'études sur les comportements parentaux et styles parentaux. Concrètement, comment les parents s'y prennent pour élever leurs enfants ? Ont-ils des comportements plus contrôlants, soutenants, démocratiques, chaleureux, punitions sévères, etc. Il y a une façon d'être parent qui va permettre d'optimiser le développement des parents. La chaleur parentale, par exemple, contribue à optimiser le développement de l'enfant. Comment se fait-il que tout ça fasse partie de l'inconscient populaire alors que les parents ne lisent pas la littérature scientifique ? Eh bien, via la pression sociale. Prochain sous-point de ce point sur les 3 grands mécanismes du rôle parental. La culture du risque. Le mot risque a connu une évolution linguistique incroyable. Il y a quelques années, c'était un mot neutre. Prendre un risque, c'était avoir la chance d'avoir autant de gains que de pertes. Aujourd'hui, le sens du mot risque a évolué, et on est passé d'un mot neutre à un mot négatif, qui fait peur. Dans notre culture, on doit maîtriser le risque. En psycho, on parle beaucoup d'enfants à risque, population à risque, etc. Cette terminologie désigne des sous-groupes dans lesquels il y a potentiellement des trucs pas ouf qui vont se passer. On n'aime pas les risques. On a une volonté dans notre culture d'éviter et de circonscrire les risques. Si on nous informe d'un risque, on doit tout mettre en œuvre pour l'éviter. La culture du risque est présente dans plein de domaines. Dans le domaine de la parentalité, on les appelle les known threats. Toutes les menaces connues. Fumer pendant la grossesse, consommer de l'alcool pendant la grossesse, nourrir les enfants au lait artificiel, ne pas allaiter, nourrir les enfants de manière peu équilibrée, sucre, graisse, sel. Appliquer de mauvaises pratiques éducatives, discipline trop sévère, regarder trop les écrans, les laisser surfer sur Internet et ou les réseaux sociaux, ou encore les mettre en relation avec des mauvaises personnes de mauvaises influences. Ces risques sont réels, mais il y a un fossé entre l'occurrence réelle de ces phénomènes et toute la pression qu'on met sur les parents pour maîtriser ce risque. De plus, en tant que parent, on ne peut pas réellement maîtriser à 100% tous ces risques. Cette logique va tellement loin qu'on en arrive à aussi concevoir que les autres adultes sont aussi une source de danger potentiel. On choisit l'école, les clubs de sport, etc. Et toutes ces personnes représentent un potentiel danger contre lequel on doit protéger l'enfant. On a une cassure de la coopération entre adultes dans le fait d'élever les enfants. Culture individualiste. Aujourd'hui, la parentalité devient une affaire solitaire. Les parents sont les seuls responsables du devenir de l'enfant. Les autres adultes de la communauté ne sont pas vus comme une ressource, un support ou une protection. On se questionne toujours de connaître les intentions réelles des adultes qui souhaitent travailler avec des enfants. On se méfie de tout. Tout ça amène des paradoxes. Premièrement, child agency, but safety. On considère l'enfant comme des individus avec des capacités d'autodétermination, avec des droits, etc. Et pourtant on ne les a jamais autant surveillés, contrôlés, régulés, via les parents, les professionnels, les nouvelles technologies, géolocalisation ou l'État. Ensuite, touch but don't touch. Les enfants ont besoin d'être physiquement sécurisés, entourés. Ils ont besoin de chaleur affective et de réconfort physique, de régulation émotionnelle. Par contre, la suspicion entre adultes amène l'idée qu'on a peur d'approcher des enfants qui ne sont pas les nôtres, par crainte que nos intentions soient mal comprises, interprétées.
Un éducateur, professeur, réfléchira à 2 fois avant de prendre un enfant dans ses bras ou de lui appliquer de la crème solaire, de peur que ce soit mal vu, mal interprété. Ensuite, man involvement, but mistrust. On n'a jamais autant recommandé l'égalité des genres. On n'a jamais autant bossé sur l'implication du père dans la vie de famille. Et pourtant, ce climat de suspicion touche bien plus les hommes que les femmes. Tout homme qui manifesterait des intentions claires de vouloir travailler avec des jeunes enfants sera toujours soumis à des questionnements, implicites, sur ses réelles intentions envers les enfants. Et enfin, dernier paradoxe, il n'a pas de nom celui-là. Un bon parent aujourd'hui doit être autonome, pouvoir prendre de bonnes décisions pour ses enfants, être sûr de lui, mais en même temps un bon parent doit se remettre en question, doit reconnaître ses fautes, doit être au courant de ses limites, doit être prêt à confesser ses manquements et erreurs auprès des professionnels experts, les psys. Après tous ces paradoxes, effet de la culture du risque sur la parentalité. Les parents hélicoptères. Quand on est imprégné par un tel déterminisme et par la culture du risque, on peut facilement se transformer en parent hélicoptère. Ces parents ont la croyance que pour protéger l'enfant à tout prix de n'importe quel danger, risque potentiel, il faut sans cesse planer au-dessus de l'enfant, tel un hélicoptère. Ces parents ont la croyance absolue que leur surprotection permet d'éviter que le risque ne se réalise. Ces parents sont dans la prévention et culpabilisent dès qu'il arrive quelque chose à leur enfant. S'ils arrêtent de planer au-dessus de l'enfant, ils vont se sentir coupables. Conséquence, l'enfant n'apprend jamais à faire face au danger, au risque. Le risque est inhérent à notre vie, on ne peut pas le maîtriser. L'enfant a besoin pour son développement de sortir du monitoring des adultes. Ils doivent apprendre eux aussi à gérer le risque. Des chercheurs ont mené une étude sur les jeunes adultes ayant des parents hélicoptères. Ils ont mesuré la manière dont ils construisent la représentation de leur propre intelligence. Ils ont une représentation de leur intelligence comme quelque chose de fixe et pas de malléable. Quand ils sont confrontés à des tâches difficiles, devant lesquelles il faudrait faire des efforts, ils partent du principe que ça ne va pas aller. Ils n'ont pas appris à se débrouiller par eux-mêmes. Ils n'ont pas du tout optimisé leur développement, leurs compétences. C'est à nouveau un paradoxe. On demande aux parents de sécuriser et optimiser. Mais c'est en faisant ça qu'ils deviennent des parents hélicoptères. Ce qui amène à des enfants et adultes qui ont des difficultés face aux nouveaux obstacles. Quand on pousse la logique trop loin, ça finit par se retourner contre ceux qu'on est censé protéger. Et c'est dans cet excès-là que nous, professionnels de la parentalité, ne devons surtout pas tomber. Et c'est la fin de cette première partie du syllabus de psychologie de la parentalité. Je vous retrouve pour la partie 2. Et c'est la fin de cette première partie du syllabus de psychologie de la parentalité. Je vous retrouve pour la deuxième partie.